Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au téléséminaire international des IREM de janvier 2022. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Eleda Robot du Centre de recherche et de ressources en éducation et formation de l'INSPE de Guyane, qui va nous parler de la contextualisation des enseignements mathématiques en Polynésie française et en Guyane française, en utilisant en particulier l'outil du Pedagogical Content Knowledge, PCK. Donc, on va en savoir un peu plus là-dessus pour identifier les connaissances et les croyances liées au contexte. Voilà. Elda, c'est à toi. Merci. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une adaptation d'un modèle permettant d'identifier les connaissances et croyances professionnelles de professeurs relatives à la prise en compte des contextes en classe de géométrie. Alors, et nous sommes en février, désolé. J'ai dit janvier alors que c'est février, désolé. Il s'agit d'une adaptation du Pedagogical Content Knowledge, PCK, initiée par Schulman. C'est donc principalement un outil méthodologique que je vous propose ici. Je commencerai par vous présenter les raisons qui m'ont amené à définir un modèle pour la prise en compte des contextes dans la pratique enseignante, en quelque sorte, notre problématisation. J'aborderai alors le cadre théorique à partir duquel nous avons construit notre modèle PCK contexte. Modèle que nous illustrerons par des exemples. Nous aborderons quelques résultats que cette démarche nous a permis de mettre en lumière. Je finirai alors par les limites de ce modèle PCK contexte, mais aussi par quelques perspectives qui seraient sans doute à explorer. Tout d'abord, ce travail de recherche émane de mon expérience professionnelle en tant que formatrice en mathématiques depuis plus d'une dizaine d'années dans les structures de formation des enseignants, IUFM, SP, puis INSPE. Et ceci en Polynésie française et en Guyane française. Alors, la Polynésie française, territoire insulaire du Pacifique Sud, s'étend sur une surface aussi vaste que l'Europe. La Guyane française, seul territoire continental de l'outre-mer français, a une superficie qui représente 1/5 de la France hexagonale, l'équivalent du Portugal. Il s'agit de territoires qui ont des populations du même ordre, autour de 270 000 habitants au dernier recensement de 2017, avec des zones regroupant près de 90% des populations et des zones peu peuplées et éloignées ou isolées. Ces populations sont différentes dans leur composition, puisque c'est près de 84% des habitants qui sont nés en Polynésie, alors qu'en Guyane, 1/3 de la population est de nationalité étrangère. Il s'agit de territoires plurilingues. Pas moins de 7 langues régionales cohabitent en Polynésie. En Guyane, c'est plus de 40 langues. Et 40% des enfants d'une dizaine d'années parlent au moins 3 langues. Cependant, sur ce territoire, la Guyane française, avant d'être scolarisés, 3/4 des enfants ne parlent pas le français. Ces territoires, de par leur histoire, sont plurilingues et pluriculturels. En particulier, ils possèdent des éléments d'ordre culturel dont les références aux formes géométriques nous interpellent. En Polynésie française, on peut citer le tatouage polynésien
ou les sculptures tiki issues des peuples autochtones maoris. Concernant ces aspects, en Guyane, on peut citer, provenant des peuples amérindiens, le ciel de Case ou Malouana, provenant des peuples noirs marrons, qu'on dit aussi peuple Bushinengue, descendants des esclaves, les dessins d'art tembé qui ornent les pirogues, mais aussi les ustensiles de la vie quotidienne. Ces éléments d'art tembé se caractérisent par des entrelacs et des couleurs assez vives qui ont chacune une signification particulière. On peut également citer la maison traditionnelle créole. Tous ces éléments sont autant de références aux formes géométriques qui pourraient être utilisées en situation didactique. Ces contextes plurilingues et pluriculturels amènent les territoires à définir des priorités communes en matière d'éducation. Il s'agit de la valorisation des langues régionales et du plurilinguisme et d'adaptation pédagogique ancrée sur les réalités socio-culturelles des territoires. De plus, contrairement à la Guyane française, qui est une collectivité d'outre-mer, collectivité territoriale, la Polynésie française, en tant que collectivité d'outre-mer autonome, a la responsabilité de l'enseignement primaire et, à cet égard, la possibilité de définir des programmes spécifiques d'enseignement. Cependant, le choix est majoritairement fait d'appliquer les programmes nationaux avec cependant quelques adaptations. Par exemple, dans les programmes 2020 ajustés et adaptés à la Polynésie française, concernant l'enseignement primaire en mathématiques, nous avons repéré 3 différences par rapport aux programmes nationaux. 2 se rapportent à l'utilisation des langues polynésiennes. Nous pouvons voir ici que l'étude des nombres et de leur désignation orale en langue polynésienne peut contribuer à lever des obstacles liés à la complexité de la numération orale française. Mais également, tous les champs disciplinaires des mathématiques peuvent être enseignés en langue polynésienne. Et puis, l'autre particularité, différence par rapport aux programmes nationaux, se rapporte à la monnaie, le franc pacifique. En Polynésie française, par exemple, dans le document d'appui territorial au Guide national d'enseignement des mathématiques, du CP au CM2, dans le cadre de la Semaine des mathématiques, nous avons repéré ce jeu, cette activité, où il est question d'identifier des solides en donnant leur dénomination en langue régionale Réo-Tahiti. En Guyane française, ici, on a une activité proposée en classe de géométrie en fin de cycle 3 en référence à l'art tembé. Ce type d'activité est relativement répandu sur le territoire, mais nous dirons à la marge dans le sens où ces activités sont présentes à l'occasion de manifestations spécifiques comme la fête de la science, la semaine des mathématiques ou encore à l'occasion de rallyes mathématiques.
Notre expérience professionnelle en tant que formatrice en mathématiques dans les différentes structures de formation des enseignants et notre confrontation avec ces deux territoires plurilingues, pluriculturels, mais au statut institutionnel différent, nous a conduit à nous interroger sur les éléments contextuels intervenant dans la pratique enseignante afin d'adapter la formation au contexte particulier de ces territoires. La question centrale ici est de savoir comment analyser les pratiques enseignantes d'adaptation au contexte, c'est-à-dire ce que nous nommerons les pratiques de contextualisation didactique. Quels outils pour analyser ces pratiques, qu'elles soient effectives ou déclarées? À ce sujet, notre ancrage théorique est constitué de deux piliers. Le premier, la contextualisation didactique. Nous définissons 4 types de contextualisation. Ceci à partir du macrosystème des pratiques enseignantes dans leur contexte défini par Sauvage et Tupin. Nous parlerons de la contextualisation microsituationnelle, codée MS, lorsque l'enseignant fait des adaptations en fonction de l'environnement immédiat de l'élève, à savoir l'élève lui-même, la classe, la cour de récréation, etc. En second, la contextualisation micro-périphérique, codée MP, lorsque l'enseignant fait des adaptations de son enseignement en fonction du contexte environnant l'élève, à savoir l'établissement, la famille, le contexte socio-culturel. Troisième cas, la contextualisation méso-régionale, codée R, lorsque l'enseignant fait des adaptations de son enseignement en fonction des attentes institutionnelles pour répondre, par exemple, aux attentes des programmes d'enseignement ou aux politiques linguistiques et éducatives des territoires. Enfin, nous définissons la contextualisation macro-nationale lorsque l'enseignant fait des adaptations en fonction des attentes de la société sur un plan national. Le second axe théorique est le Pedagogical Content Knowledge, le PC4. Excusez un petit peu l'accent. Littéralement, la connaissance pédagogique du contenu. C'est un concept qui est né aux États-Unis au début des années 80 dans un contexte de réflexion et de recherche sur la formation des enseignants, et ceci a été initié par Schulman et son équipe qui caractérisent les savoirs de l'enseignant en 3, puis 7 catégories de connaissances. La connaissance du contenu disciplinaire, il s'agit des savoirs disciplinaires en termes de quantité et d'organisation dans la pensée de l'enseignant. La connaissance pédagogique du contenu, le PCK, est une forme particulière des connaissances du contenu qui relève de leur enseignabilité. Cela inclut donc la compréhension de ce qui rend facile ou difficile un sujet spécifique. La troisième catégorie, la connaissance du curriculum. Il s'agit de la connaissance des programmes d'enseignement selon les niveaux, autrement dit, vertical curriculum.
mais aussi les ramifications dans d'autres disciplines, latéral curriculum. Cela inclut aussi les outils pédagogiques associés. Également, les connaissances pédagogiques générales, les connaissances des apprenants et de leurs caractéristiques, les connaissances des contextes éducatifs et les connaissances des finalités et des valeurs éducatives. Cette catégorisation sera reprise et enrichie par d'autres chercheurs. Ici, je ne vous présente que quelques-uns de ces modèles, de ces modifications, celles qui nous permettent justement de construire notre propre modèle. Ainsi, pour Tamir, il y a deux types importants de connaissances lors d'un apprentissage en sciences. C'est d'une part la connaissance de l'apprentissage relatif au savoir théorique et d'autre part la connaissance de l'apprentissage relatif au savoir pratique. Dans le modèle de Grossman, le PCK est au centre des différentes connaissances professionnelles de l'enseignant. Il introduit les conceptions des finalités de l'enseignement d'une matière. En effet, les enseignants décident également des contenus de leur enseignement en fonction de leurs considérations sociales, épistémologiques et éthiques, et non simplement en fonction d'un simple aménagement ou d'une hiérarchisation de contenu disciplinaire. Le modèle de Maxson, Krajicek et Borko, construit relativement à l'enseignement des sciences, s'inscrit dans la continuité des modèles précédents. Mais dans ce modèle, les catégories de connaissances sont décomposées en sous-catégories. Ceci qui, d'un point de vue méthodologique, constitue une aide pour l'identification des connaissances et croyances professionnelles des enseignants. Et Kermen propose un modèle relatif à l'enseignement de la chimie. Ce modèle est composé de 4 composants que nous appellerons premier le composant PCK relatif au programme, relatif à l'évaluation, aux stratégies et à la compréhension. Chacun de ces composants est divisé en sous-composants. À titre d'exemple, le PCK relatif aux stratégies de l'enseignant se rapporte à la connaissance que celui-ci a des stratégies générales qui sont utilisables, ainsi que des stratégies spécifiques permettant de surmonter des difficultés d'apprentissage des élèves, donc spécifiques. Au modèle précédent, Mounsami ajoute les sous-composants croyances relatifs aux stratégies et à la compréhension pour l'étude didactique qu'elle fait sur le calcul de durée sous la forme heure-minute. Pour notre part, nous avons repris les composants PCK de Mounsami auxquels nous avons adjoint des sous-composants croyances pour les PCK programme et évaluation, ainsi qu'un composant PCK signature, issu de la pédagogie de signature de Schulman. Ces choix ont été faits dans le cadre général d'une étude comparative
des pratiques enseignantes en Polynésie française et en Guyane française dans le domaine de l'espace et de la géométrie. Nous nous sommes interrogés sur les croyances dans tous les domaines de connaissance des enseignants, sur les attitudes, les valeurs et les dispositions professionnelles, mais aussi sur la mobilisation des contextes. Ce qui nous amène à ajouter des sous-composants contextes à chacun des composants PCK, programme, évaluation, stratégie, compréhension et signature. En effet, nous nous interrogeons aussi sur la mobilisation des contextes et de leur influence sur la pratique enseignante. À savoir, les connaissances et croyances sur des éléments contextuels du programme, sur des éléments contextuels pour évaluer, sur des éléments contextuels de stratégie pédagogique, sur les éléments contextuels pour la compréhension des élèves et les éléments contextuels dans les attitudes, les valeurs et les dispositions professionnelles. Pour cette communication, nous allons nous intéresser à ces derniers composants contextes que nous cherchons à identifier dans la pratique enseignante, qu'elle soit effective ou déclarée. D'un point de vue méthodologique, à partir du cadre théorique, nous avons élaboré une grille générale du PCK des enseignants relative aux termes géométriques de l'enseignement primaire. Nous avons filmé plusieurs séances au cycle 3 de l'école primaire dans chacun des territoires, Polynésie française et Guyane française. Il s'agissait d'observations non participatives dans les conditions naturelles de classe, où la seule consigne que nous ayons donnée était de réaliser une séance dans le domaine de l'espace et de la géométrie. Nous n'avons à aucun moment précisé que nous cherchions notamment à observer la mobilisation des contextes. Notre but étant véritablement d'avoir une vision réelle de la prise en compte des contextes. Nous avons ensuite constitué 3 binômes de séances, Polynésie française, Guyane française, et ceci sur la base du thème géométrique commun abordé lors des séances. 3 thèmes ont émergé. Reconnaître, nommer, décrire un polygone. Reconnaître, nommer, décrire un solide. Et décrire une figure en vue de la faire reproduire, programme de construction. Les séances ont été transcrites de manière multimodale. Nous avons complété également ces observations directes par des entretiens semi-directifs. Afin d'identifier les connaissances et croyances professionnelles des enseignants, nous proposons le codage suivant. On notera, on codera 0 lorsque la connaissance ou la croyance relative à un sous-composant n'est pas repérée. MS, MP, R et N, suivant le type de contextualisation, du micro au macro-contexte de l'élève, que nous repérons aussi bien dans la pratique déclarée que dans la pratique effective. On rappelle
MS, contextualisation micro-situationnelle, lorsque l'enseignant fait des adaptations en fonction de l'environnement immédiat de l'élève, c'est-à-dire, par exemple, dans la classe, quand il se réfère, par exemple, à des élèves en particulier de la classe. MP, donc la contextualisation micro-périphérique, lorsque l'enseignant fait des adaptations en fonction de l'environnement périphérique à l'école, d'accord? Il peut s'agir de la famille, de l'établissement ou encore du contexte, en gros, du contexte socio-culturel. R, c'est la contextualisation mésorégionale. Donc, lorsque l'enseignant répond aux attentes des programmes à un niveau régional. Par exemple, les politiques en termes de langue régionale. N, c'est la contextualisation macro-nationale, donc qui relève d'une contextualisation voulue au niveau national du territoire. Nous allons exemplifier chacun des sous-composants contexte à partir d'extraits des transcriptions des séances filmées et des entretiens et voir concrètement comment le traitement se fait. Alors, concernant les connaissances et croyances sur des éléments contextuels du programme, dans ces deux extraits, les enseignants se réfèrent à des outils de la géométrie. Dans le premier cas, il est question de gabarit d'angle, préconisé dans les programmes d'enseignement, mais qui est utilisé ici pour répondre à l'absence de matériel de certains élèves. Il s'agit donc d'une adaptation à la situation à laquelle l'enseignant est confronté au sein du contexte micro-situationnel. C'est un indice de la présence de ce sous-composant connaissance, croyance sur des éléments contextuels du programme. Dans le second extrait, il est question d'instruments de géométrie, compas et règles qui appartiennent au contexte de l'élève dans la classe, le micro-situationnel. L'enseignant précise qu'il faut du matériel, exprimant ainsi des croyances sur la nécessité d'utiliser du matériel en général. Cela peut être un ballon, une boîte de fromage, une boîte de chocolat, comme l'enseignant l'a d'ailleurs fait en classe. Il s'agit d'objets provenant du contexte extérieur à l'élève, le contexte micro-périphérique. Concernant les connaissances et croyances sur les éléments contextuels pour évaluer, à la fin de la séance 2, en Guyane, qui a consisté à reconnaître, nommer et décrire des solides, tels que le pavé droit, le cube, le prisme, le cylindre, la pyramide, l'enseignant demande aux élèves de repérer dans la classe d'autres solides qui peuvent être associés aux solides étudiés. Il s'agit pour l'enseignant d'évaluer les acquis des élèves dans le contexte micro-situationnel de la classe. En complément, l'enseignant demande aux élèves pour la prochaine séance de ramener des objets de la maison possédant une des formes vues en séance. Il s'agit cette fois d'une évaluation en relation avec le contexte micro-périphérique. Pour les connaissances et croyances sur des éléments contextuels de stratégie pédagogique, nous citons ces deux extraits. Je pense qu'une séance comme ça, il faut la refaire encore au moins une fois, peut-être différemment, à nouveau, avec peut-être plus d'objets.
Le je pense ici et il faut exprime des croyances et se rapporte à des artefacts du contexte de la classe, comme le globe terrestre du géographe ou du contexte micro-périphérique, comme la boîte de fromage, la boîte de médicaments, etc., qui ont été utilisés lors de la séance par l'enseignant. On retrouve également ici un extrait que nous avions déjà commenté précédemment. Le matériel est vu comme un outil en termes de stratégie pédagogique d'apprentissage, comme un choix, une orientation voulue pour atteindre l'objectif de séance. Reconnaître, nommer, décrire un souligné. Pour ce qui est des connaissances et croyances sur des éléments contextuels pour la compréhension des élèves, le premier extrait fait référence au contexte micro-périphérique, familial et culturel, comme explicatif de phénomènes de décrochage, notamment pour la compréhension, mais sans doute pas uniquement. On constate également l'utilisation de métaphores utilisant le contexte pour la compréhension des élèves. Dans le second extrait, il est question de carton de déménagement pour évoquer le pavé droit. Et dans celui-ci, l'enseignant fait le parallèle entre le maçon qui, pour construire sa maison, a besoin d'outils, comme l'élève, pour faire des figures, a besoin d'instruments en géométrie. Il dit, c'est comme par exemple si je suis un maçon qui doit construire donc une maison. Il précise, en géométrie, on va faire exactement la même chose. Et en dernier point, des éléments contextuels dans les attitudes, les valeurs et les dispositions professionnelles. Il est essentiellement ici question de considération sur ce que l'enseignant pense nécessaire pour être prêt à travailler. On se tient correctement, on avance sa chaise, redresse-toi, tiens-toi correctement. Sans autant d'éléments en référence au micro-situationnel jugés nécessaires. Voilà, on est prêt à travailler. Dans ce dernier extrait, l'enseignante évoque ses cours de langue à l'UFM. Elle parle des enseignements. Pour parler des enseignements, elle dit des règles et coutumes des peuples bushiningués en référence sans doute aux langues régionales, et elle ajoute: je ne me revois pas enseigner l'anglais avec un accent francisé. Ces mots traduisent une difficulté sans doute dans le positionnement, une certaine crainte à être, je dirais, entre guillemets, ridicule devant ses élèves. Elle précise, ça fait bizarre si c'est l'enfant qui nous dit non, c'est pas ci, non, c'est pas ça. Il s'agit d'indices sur des éléments contextuels dans les attitudes et les valeurs lorsqu'il s'agit de répondre aux attentes institutionnelles, valoriser les langues régionales et le plurilinguisme. Cela relève également sans doute d'aspects, je dirais, psychopédagogiques que nous n'aborderons pas ici, car cela ne constitue pas nos propos, les propos de cette présentation. Ces éléments sont en référence au contexte social de la Guyane, dans lequel on a pratiquement tous des Anglais dans nos classes. Alors qu'il y en a qui parlent. L'enseignant évoque également
l'enseignant évoque également de pouvoir s'appuyer sur ses élèves pour l'enseignement et donc le contexte de la classe, contexte micro-situationnel. Ces différents indices repérés en situation et lors des entretiens nous permettent de compléter les volets contexte des grilles PCK pour chaque enseignant de cette recherche. En l'occurrence, pour le binôme 1, nous avons repéré des connaissances et ou croyances sur des éléments contextuels de stratégie pédagogique de type micro-situationnel pour les deux enseignants. Ainsi, pour le binôme 1, nous avons par exemple observé 2 cas de contextualisation micro-situationnelle pour le sous-composant contexte du PCK stratégie et aucune référence à la contextualisation micro-périphérique et à la contextualisation méso-régionale. Nous avons aussi ici les résultats pour les 2 autres binômes suivant le type de contextualisation. Pour le binôme 2, les 2 enseignants font des adaptations de type micro-situationnel et micro-périphérique, alors que pour le binôme 3, un seul des 2 enseignants se réfère au contexte micro-périphérique. Nous ne repérons aucune référence au contexte méso-régional pour les 6 enseignants. En termes de mobilisation des contextes, pour les stratégies pédagogiques, nous repérons 9 indices de cette mobilisation. En opérant la même démarche pour tous les sous-composants contextuels et pour l'ensemble des enseignants observés, on obtient ces 2 tableaux d'occurrence. Dans le premier tableau, le chiffre 2 signale que dans les 2 séances, un certain type de contextualisation est repéré. Comme nous l'avons vu précédemment, pour le sous-composant contexte du PCK stratégie, par exemple. Dans l'avant-dernière colonne, c'est le nombre de fois qu'un type de contextualisation est repéré au cours des 6 séances et des entretiens, et ceci pour chacun des sous-composants contexte. En dernier lieu, la 3e colonne permet de repérer la mobilisation des contextes suivant qu'elle est liée au programme, à l'évaluation, aux stratégies, à la compréhension, ou de signature. Dans le second tableau, on repère les occurrences des différents types de contextualisation mobilisés par les 6 enseignants. C'est donc 6 plus 6 plus 6 plus 6, soit 24 indices de contextualisation micro-situationnelle, 13 de contextualisation micro-périphérique et 2 de contextualisation méso-régionale. Quant aux éléments contextuels dans les attitudes et les dispositions professionnelles, nous les avons traités à part. De ces tableaux, plusieurs constats se dégagent. Il apparaît que la contextualisation des enseignements s'opère dans toutes les catégories de connaissances et de croyances, programmes, évaluation, stratégie,
et compréhension de manière assez équilibrée. Cependant, les enseignants font majoritairement référence à l'environnement proche de l'élève au sein de la classe, contexte micro-situationnel. La contextualisation méso-régionale est peu présente et s'exprime uniquement lors des entretiens en termes de croyances et non repérable dans l'action en situation didactique. Concernant les éléments contextuels dans les attitudes, les valeurs et les dispositions professionnelles, ils relèvent principalement d'appréciation de valeurs relevant des conditions matérielles pour travailler et se réfèrent au micro-situationnel. La contextualisation s'opère principalement par le recours aux artefacts, règles, équerres, gabarits dans le droit, objets du quotidien. Il ressort que les références au contexte socio-culturel sont peu présentes. Les aspects linguistiques sont évoqués lors des entretiens, mais non observés en situation didactique. Nous constatons que les enseignants, dans leur pratique, se réfèrent majoritairement à l'environnement immédiat de l'élève. Ceci, même si les politiques éducatives des territoires mettent l'accent sur l'adaptation des enseignements au contexte socio-culturel et linguistique. Dans les faits, leur mobilisation est peu observée. Nous pensons que l'absence d'exemples d'adaptation possible au contexte dans les programmes d'enseignement en Polynésie en freine l'utilisation de manière spontanée. Ces démarches nécessitent sans doute, d'une part, de maîtriser les savoirs disciplinaires, mais aussi les contextes. Pour ce qui est de la Guyane, même si des ressources existent, l'absence de références contextuelles dans les programmes d'enseignement en mathématiques place ces activités de type géométrie et contexte à la marge, comme une forme, je dirais, d'exotisme que l'on utiliserait uniquement à l'occasion de manifestations scientifiques grand public, comme la fête de la science, la semaine des mathématiques, ou à l'occasion de rallyes mathématiques, et non comme un support pertinent lors d'une séance ordinaire. Nous nous interrogeons également sur la formation initiale et continue des professeurs des écoles. Nous pensons qu'il pourrait être pertinent d'introduire des activités géométriques et contextes en formation, ce qui donnerait de véritables outils aux enseignants, considérant que de tels supports font défaut. Il nous semble essentiel de développer des didactiques contextualisées, mais également de mener des investigations afin de mesurer les effets de la contextualisation des enseignements sur les apprentissages, effets qui dépasseraient le simple aspect motivationnel. Sans être parfait, il nous semble que ce modèle possède un caractère opérationnel quand il s'agit de repérer les connaissances et croyances professionnelles des enseignants vis-à-vis de la prise en compte des contextes. Cependant, nos conclusions restent fragiles compte tenu du nombre restreint de séances analysées. Cet outil nous a cependant permis de mieux objectiver les constats
que nous effectuons lors des formations d'enseignants. Nous espérons que ce modèle pourra être amélioré et exploité pour des analyses analogues portant sur la contextualisation d'enseignements mathématiques dans d'autres territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eleda. C'était très intéressant. J'ai pris quelques notes. Je n'ai pas vu qu'il y avait des questions. Abdo, qui est dans une… Parce que nous, Carole, Marie-Pierre, sont dans des contextes de formation en métropole. Donc, Abdo, par contre, est dans à Djibouti. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être des choses qui sont opérationnelles là-bas. Peut-être que, Abdo, vous avez une question? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Effectivement, merci Madame Elabo pour votre présentation. Effectivement, nous intervenons par contre par rapport à… Là, la présentation est faite sur la base de l'enseignement moyen et secondaire. C'est bien ça, la formation initiale pour les moyens secondaires et pour la petite section, c'est ça? C'est pour le primaire et la fin du cycle 3, c'est-à-dire la première année de collège. Voilà. Il me semble qu'on n'est pas loin. Les soucis en didactique et en pédagogie sont pratiquement les mêmes. Nous avons également un centre ici de formation pour la formation initiale. Mais toutefois, en formation continue, il y a toujours une nécessité de connaître la didactique, surtout pour l'enseignement de la base ou à l'issue de la formation disciplinaire, les enseignants n'ont pas bénéficié malheureusement d'un enseignement qui recadre un peu la didactique de la discipline. Du coup, il y a une certaine pensée particulière de l'enseignant qui enseigne la discipline par rapport à ce qui est enseigné dans la didactique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une priorité pour l'enseignement du français que l'enseignement des mathématiques et inversement, ou de l'anglais. Que là, ici, Djibouti, depuis 2 ans maintenant, l'enseignement de l'anglais s'est fait à la 3e année base. Merci. OK. En fait, ici aussi, ce qu'on constate quand même, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a des programmes de formation à faire ou à élaborer avec le primaire, la priorité est mise effectivement sur l'enseignement du français. Et les mathématiques se retrouvent à la marge, ou bien, comme je l'ai dit, à l'occasion de certaines manifestations un peu grand public, alors que dans les politiques éducatives des territoires, sont justement prônées justement le fait de s'appuyer sur les contextes socioculturels et linguistiques. Et dans les faits, et ça c'est cette étude qui le montre, dans les faits, on ne l'observe pas. Alors c'est vrai, bon, ça c'est une partie de l'étude, mais les enseignants déclarent le faire, donc je ne l'ai pas présenté ici, mais déclarent le faire, mais dans notre observation que nous avons voulu justement dans des conditions naturelles, sans chercher à dire ce qu'on souhaitait observer, eh bien nous n'avons pas repérer ces références au contexte socio-culturel. Les enseignants, sans doute, sont plus, je dirais, sont plus à l'aise à utiliser le contexte micro-situationnel, le contexte de la classe. Voilà. Combien d'heures, finalement, en tout, avez-vous observé, là? Ouh là là. Alors, une autre chose que je n'ai pas dite, c'est que, en fait, pour la partie polynésienne,
le recueil du corpus s'est fait dans le cadre d'un projet, qui était, d'un projet de recherche. Et donc, il y a eu beaucoup de, alors, je ne sais pas, plus d'une cinquantaine de séances filmées et d'entretiens qui ont été faits. Moi, personnellement, j'en ai fait, j'ai participé à 7 entretiens sur le territoire polynésien. Et en Guyane, j'ai à peu près, je crois, du même ordre. Et à partir de ça, on a sélectionné quelques séances. Et voilà, donc en termes d'heures, je dirais à peu près une séance, bon, peut-être on a filmé, je dirais en moyenne, parce qu'il y a eu des séances beaucoup plus courtes, je dirais en moyenne par séance, ce serait à peu près 45 minutes. Mais ça, ce sont des chiffres que je pourrais donner par la suite. Oui, non, mais donc, si vous ne l'avez pas observé, ça veut dire que ça ne s'est pas passé, quoi. Je veux dire, vous avez vraiment une quantité de données vraiment importante. Alors par contre, je vais mettre quand même un petit bémol, à savoir que, par exemple, en Polynésie, alors moi, je n'ai pas pu aller voir ça, mais il y a une enseignante qui, volontairement, de sa propre initiative, a proposé une séance de mathématiques en langue polynésienne. Voilà. Donc, là, ce sont aussi des études c'est des perspectives, des choses qu'il faudrait poursuivre pour regarder de façon concrète ce qui s'est fait. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau du territoire polynésien, l'accent est vraiment mis sur la langue. Donc, ça se ressent dans les programmes spécifiques d'enseignement. Vous voyez que c'est d'abord, la priorité, c'est l'introduction des langues régionales, alors qu'il y a de quoi faire, parce que c'est vrai qu'en Polynésie, c'est le front Pacifique, donc il y aurait des choses en termes mathématiques, vis-à-vis des grands nombres, vis-à-vis de plein de choses, vis-à-vis justement des contextes où, pour la géométrie, il y a vraiment matière à. Voilà, donc ça aussi, c'est une des perspectives que j'envisage, aussi bien pour la Polynésie que pour la Guyane, après cet état des lieux qui me permet de justement pouvoir voir dans quelle direction m'orienter maintenant. Merci, Elena. Marie-Pierre Galisson propose une question. J'ai demandé la parole. En fait, j'ai un peu l'impression que les connaissances et les croyances sont excessivement intriquées. En fait, je n'ai pas bien senti la différence entre connaissances et croyances. Et par ailleurs, c'est vrai qu'avec Carole, d'ailleurs, nous avons eu l'occasion de travailler aussi sur, non pas les croyances, mais le rapport au savoir des enseignants du primaire. Parce que je remercie Abdo qui a donc souligné que cette séance se passait effectivement en fin de primaire. Est-ce que vous avez été amené finalement à interroger aussi le ressenti des enseignants par rapport aux mathématiques carrément? Okay. Alors justement, tout d'abord pour répondre à la première partie de votre question, c'est vrai que vous n'avez pas vraiment ressenti la différence entre connaissances et croyances. Je pense que tout simplement parce que peut-être que l'un et l'autre sont plus ou moins liés et sont, je dirais, fonctionnent presque en binôme. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, eh bien, effectivement, parce que je suis passée très rapidement sur l'aspect entretien. Donc, on a eu 2 types d'entretiens. Les entretiens, alors pour les deux, c'était des entretiens semi-directifs, mais en Polynésie, ils étaient beaucoup plus, je dirais, les questions étaient beaucoup plus ciblées, tandis qu'en Guyane, les entretiens étaient plus longs et ces entretiens ont porté sur ce que j'appellerais l'histoire mathématique des enseignants. À savoir, il s'agissait pour moi de voir quel était justement leur rapport vis-à-vis de cette discipline mathématique et quelle était leur histoire mathématique vis-à-vis des enseignants qu'ils avaient rencontrés, vis-à-vis des problématiques qu'ils avaient eues, etc. Et ça, justement, c'était plus lié au constat que j'ai fait en formation, à savoir que beaucoup de futurs enseignants nous relataient des enseignants qui les ont marqués pour telle ou telle raison, positivement ou négativement, entre guillemets. Donc, c'est vrai que par l'aspect histoire mathématique,
des enseignants, on a regardé un petit peu leur rapport au savoir. Mais c'était vraiment très, je dirais, très succinct. Le corpus est là et je pense qu'il faudrait plus l'analyser en orientant sur ces questions. Mais là, ce n'était pas tellement l'objet, c'était pas l'objet des études que j'ai faites qui portaient vraiment sur le focus contextualisation et mobilisation des contextes. C'est-à-dire, faut-il supposer en fait qu'une formation qui, d'un point de vue culturel, leur apporte des éléments vraiment pertinents pour valoriser leur culture et leur langue, serait une très bonne, serait la solution finalement pour rénover, redévelopper un petit peu leur PCK, comme vous dites en fait. Oui, sans doute peut-être la solution, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait une piste, je pense, une piste intéressante. Après, bon, il y a des choses dont je n'ai pas pu parler, mais j'ai dit simplement, j'ai présenté les contextes pour dire qu'effectivement, par exemple, pour la Polynésie française, c'est les enseignants, 90% sont du territoire. Donc, je suppose, ça c'est une hypothèse, ça veut dire qu'ils ont une connaissance du contexte polynésien quand même relativement, je dirais, relativement importante. Contrairement en Guyane, où le contexte guyanais, même pour des gens qui sont nés sur place, n'est pas forcément évident par rapport justement à l'étendue du territoire, par rapport l'aspect pluriculturel du territoire. C'est pour ça qu'effectivement, en formation initiale, il pourrait être pertinent justement d'initier aux didactiques contextualisées. Et l'apprentissage mathématique et contexte. Justement, à l'heure où, dans les maquettes de formation, maintenant, on a vu qu'il y a un minimum du temps de formation qui est explicitement dévolu au contexte. Il serait peut-être bien, bon, ça c'est une idée juste comme ça, justement, qu'on développe en séance de mathématiques et contexte, et plus de façon séparée, d'un côté mathématiques et de l'autre contexte, parce qu'il y a vraiment une envie, enfin c'est ce que j'ai ressenti, une envie des enseignants, aussi bien en Polynésie qu'en Guyane, de faire des activités contextualisées, mais sans doute ils n'ont pas les outils parce qu'il faut maîtriser les contextes et il faut maîtriser les aspects disciplinaires lorsqu'on sait que la majorité des enseignants du primaire n'ont pas une formation scientifique. Oui, la maîtrise, ça me semble vraiment un point qui est ressorti plusieurs fois. En particulier, tu parlais de la maîtrise de la langue et donc le fait de ne pas se sentir légitime en tant que sachant, là où on pourrait très bien changer un peu la position de l'enseignant comme étant un instituteur qui institue ce vivre ensemble qui est divers et dont certains aspects peuvent provenir des enfants eux-mêmes. Et donc, en particulier, la maîtrise de la langue peut être bien meilleure chez les enfants, mais aussi la maîtrise de certains aspects culturels. Je comprends qu'il soit nécessaire que l'institution amène des exemples qui soient bien calibrés et qui mettent en valeur certains aspects culturels des artefacts qu'on peut observer dans l'architecture, dans l'art, etc. Mais d'un autre côté, les enfants eux-mêmes, ils peuvent venir quand même de la maison avec des choses qui sont intéressantes et qu'on peut analyser ensemble, en classe, sans que l'enseignant soit sur son piédestal de sachant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, bien sûr, mais ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est que les enseignants sont un petit peu réticents à se mettre un petit peu à nu lorsqu'ils ne maîtrisent pas, certains éléments du contexte. Peut-être qu'il y aurait cet aspect-là aussi qui serait à travailler, peut-être changer le point de vue et voilà, que l'élève soit véritablement au cœur. Et je comprends que c'est quand même un changement
un changement de position quand même assez radical et on n'est pas forcément prêt à faire ça et ce n'est pas forcément la bonne idée non plus. Donc, c'est à réfléchir, quoi, hein. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, hein. Voilà, mais en tout cas, pour les aspects culturels, ceux qui le maîtrisent le plus, c'est quand même les enfants qui la vivent, Oui, non? Si on ne fait pas partie de la même culture. Et c'est un peu un paradoxe parce qu'en fait, c'est vrai que l'enseignant d'école primaire, dans la mesure où il enseigne toutes les disciplines, aurait la possibilité, s'il en avait les moyens culturels et intellectuels, de proposer un enseignement beaucoup plus ouvert sur l'ensemble des domaines disciplinaires. À contrario, et c'est ce qu'on remarque en France aussi, enfin, nous, on l'avait remarqué avec Carole quand on a travaillé sur des professeurs experts en primaire, il y a quand même ce cloisonnement qui est dû à un mal-être assez spécifique aux mathématiques, hein, je pense aussi. Aux mathématiques scolaires, telles qu'elles doivent être enseignées plus ou moins par des programmes qui sont quand même institutionnellement assez rigides. Voilà. Même si en Polynésie, une grande marge de liberté peut apparaître, mais c'est aussi un point difficile à concevoir. L'enseignement, enfin la formation des professeurs du primaire est un gros problème à ce niveau-là. Ils ont effectivement la priorité d'enseigner la langue française, mais je pense que c'est un poids qui est considérable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, enfin, oui, comme je disais, effectivement, mais en même temps, c'est vrai que je pense que les politiques, entre guillemets, celles qui donnent des orientations, ont sans doute besoin justement d'études pour orienter leur choix, parce que c'est vrai que, par exemple, je l'ai mentionné, en Polynésie, ils ont la possibilité de définir des programmes spécifiques. Or, je prends dans le cas des mathématiques, en dehors des trois points que j'ai abordés, les programmes sont entièrement ceux du territoire national. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait tout changer, mais il y a des choses vraiment, quand on pense par exemple au fait qu'en Polynésie, ben, les enfants sont habitués, les élèves sont habitués à manipuler les grands nombres, parce que 1000 francs, c'est comme 1000 francs, c'est 6 euros, je ne sais plus combien, mais ils sont habitués très rapidement à travailler avec des grandes valeurs, 10 000 francs, etc. Alors que, par exemple, au niveau des programmes nationaux, ben, on doit connaître les nombres jusqu'à 100 au CP, par exemple. Au niveau du CP, c'est les nombres jusqu'à 100. Alors que sur un territoire comme la Polynésie, on pourrait, sans, à mon avis, aller bien plus loin. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail en termes justement en termes d'adaptation dans les programmes qui tiennent compte véritablement du contexte et qui ne sont pas, je dirais, de la contextualisation faible, pour reprendre les termes de Delcroix, Ancio et Forissier, qui irait au-delà de la contextualisation faible, qui relève de l'habillage. Hein, on a tous connu des exemples où on met la pomme coûte 5 euros, on va exotiser ça en disant l'ananas coûte 5 euros. Voilà, donc il faudrait pouvoir aller plus profondément, je dirais, sous les aspects contexte, dans une application concrète en termes de savoir mathématique et de compétences mathématiques à acquérir. Voilà. Ouais, donc sortir de l'exotisation pour Voilà. vraiment se concentrer sur le cœur des savoirs qui sont effectivement à l'œuvre dans les différentes cultures, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un chantier que j'espère, voilà. C'est une des pistes que justement j'aimerais développer sur ces aspects, ces éléments des contextes qui sont très forts et qui ont des compétences mathématiques qui pourraient être utilisées, je dirais, sous un aspect non exotique. Oui, mais Carole Baheu souligne que les compétences scientifiques de base, et en particulier de mathématiques, ne sont pas forcément là. Et donc, souvent, des expressions
culturels sophistiqués, comme les très beaux entrelacs de l'ARTMB, eh bien, requièrent des compétences mathématiques qui sont bien au-delà du bagage de l'enseignant de base. Et donc, c'est quand même problématique. Oui, il y a des adaptations à faire. C'est clair que lorsqu'on regarde les entrelacs tels quels, oui, mais il y aurait peut-être une adaptation à faire pour les rendre justement accessibles à différents niveaux de l'enseignement, avec des compétences qui correspondraient à ces différents niveaux. Et c'est vrai que je vois ici, par exemple, il y a eu un groupe qui a travaillé dessus, mais c'est toujours pareil, comme on dit, il faudrait sortir justement de ces aspects. On voit l'ARTMB qui ressort, là, bientôt on aura la semaine des maths, mais hop, on va ressortir l'ARTMB, et puis après, ça y est, on va l'oublier jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, donc il y a vraiment un travail de fond, mathématique purement à faire, et l'utilisation de tous ces autres outils contextuels qu'on a. Et bon, je n'ai pas parlé aussi de l'art amérindien qui aussi possède des éléments en référence à la géométrie qui pourraient être tout à fait pertinents en situation didactique. Parce que l'appui sur les pratiques sociales avec plus ou moins de référence, c'est quand même un appui qui peut être important. Oui. D'ailleurs, dans les PCK, en fait, il y a une partie aussi des contenus mathématiques qui peut s'exprimer à partir de ce qui se fait avec, dans la vie quotidienne ou dans la vie culturelle. Oui. De même que, bon, à l'horizon je crois qu'il y a aussi un domaine dans lequel, derrière ces pratiques, il y a aussi ce qu'on vit derrière l'usage des mathématiques pour soi-même ou pour les autres. En fait, c'est donc, il y a toute une dynamique de l'enseignement des mathématiques qui peut s'appuyer, certainement en partie, sur ces deux cloisonnements des PCK, en fait. Ce qu'on fait avec dans la vie courante, et puis ce qu'on envisage de faire après, l'horizon qu'on se donne. Moi, je voudrais quand même dire, la vie courante, l'ARTMB, c'est quand même pas la vie courante non plus. Je veux dire, ce sont des artistes, des artisans quand même qui sont qualifiés, qui font ça. C'est pas tout le monde. C'est pas. Donc, c'est effectivement dans la vie courante parce qu'on le voit, mais néanmoins, ça demande quand même des compétences tout à fait particulières et qui, d'un point de vue mathématique, sont bien au-delà de ce qu'on demande aux enseignants de maîtriser. Donc, c'est quand même pas si facile que ça, de s'appuyer dessus pour pouvoir les mettre en valeur dans les petites classes en tout cas. Oui, il y a un travail de transposition, je pense, à adapter. Mais c'est vrai comme que le disait Hélène. Mais ce travail-là, je pense qu'il peut être concevable. Ça peut être un point de départ. Hein. Oui, c'est ça. Je pensais par exemple à ce que Gerdef proposait au Mozambique, s'appuyer sur, comment dirais-je, la construction d'une case pour mettre finalement en pratique les propriétés du parallélogramme, en fait, du rectangle, par exemple, avec ces diagonales qui se croisent dans leur milieu. Donc, c'est vraiment des choses qui, bon, à un certain niveau, peuvent être quand même envisagées avec des élèves relativement jeunes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut présenter Marlene Alves-Diaz, qui va être l'oratrice du mois prochain? Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai une question, parce que pour moi, je pense que les problèmes avec Marlene, les problèmes avec les programmes, parce qu'on a beaucoup de programmes ici qui a des problèmes très pareils à ce qu'elle a présenté, c'est qu'ils changent les programmes, mais ils ne changent pas la formation des enseignants. Donc, c'est très dur, parce que les enseignants ne sont pas préparés pour suivre tous ces changements-là. C'est un peu ça que je vais parler, mais plutôt au niveau lycée. Parce qu'ils ont demandé quelque chose pour les enseignants, que même pour les chercheurs, il faut d'abord chercher pour après avoir des moyens de faire ces changements. Et donc, quando ça ne marche pas chez nous,
prépare des cahiers, plusieurs papiers, mais l'enseignant ne va pas comprendre seulement avec des papiers. Il faut vraiment qu'il soit préparé pour ça, qu'il va étudier la didactique, qu'il puisse connaître un peu des méthodes pour faire ces changements. Et ça, c'est toujours comme ça ici. Ils ont eu 20 ans pour faire des changements. Et maintenant, c'est un changement qui c'est complètement, qui a mis tous les enseignants et même les chercheurs sont complètement perdus. Il faut d'abord faire des recherches pour après faire ces changements-là. D'accord. Est-ce que ce sera le contenu de votre conférence de mars, les enjeux des enseignants du secondaire pour mettre en œuvre la nouvelle organisation curriculaire et pédagogique? Donc, très bien, ça sera le vendredi. Parce que l'organisation curriculaire, c'est tellement nouvelle et encore pédagogique. Donc là, ça va être vraiment très... Même les gens Bon, il y a des gens, les problèmes qui... Le Brésil, c'est une fédération avec les États, et donc il y a des divisions, l'éducation est divisée, chaque partie pour ce qui peut faire tout le travail. Donc, si le fédéral dit une chose, l'État doit suivre, mais quelquefois, il n'a pas de conditions. Donc, c'est très... Et pour les enseignants, que c'est la fin, c'est le plus dur. Très bien, merci. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre la semaine prochaine, le mois prochain, donc le vendredi 4 mars, pour écouter donc Marlene Alves Dias de l'Université Bandeirante de São Paulo. Voilà, je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. Et donc, je vous souhaite un très bon mois de février. Merci à tous et merci Elena et merci Christian. Merci Carole. Merci. Merci.